Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial Restauration rapide. Alors, nous allons le co-animer avec Valérie Ehrenschmidt, qui est directrice grand compte distribution, boissons et restauration chez Citeo, et moi-même, Thibaut Boucher, qui suis chargé de mission affaires publiques chez Citeo. Au programme de ce webinaire, nous allons faire un point sur l'actualité réglementaire, avec un rappel sur la réglementation française liée à la restauration rapide, et ensuite un point à date sur le projet de loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Valérie vous présentera ensuite l'éco-conception des emballages de la restauration rapide, avec une définition, qu'est-ce qu'un emballage recyclable et comment améliorer la recyclabilité d'un emballage. Valérie vous présentera également une évaluation des emballages de la restauration rapide d'un point de vue éco-conception et réglementaire. Enfin, vous sera présenté un guide pour vous accompagner à la mise en place du tri en salle, avec notamment l'information auprès des clients, le bon meuble de tri et la qualité du tri. Venons-en au vif du sujet, l'actualité réglementaire. Comme je vous le disais, nous allons faire en premier lieu un rappel sur la réglementation française liée à la restauration rapide. Donc pour mémoire, la restauration rapide est régie par un double statut. Donc vous êtes à la fois gestionnaire de site, vous êtes soumis au décret 5 flux depuis le 1er juillet 2016. Les déchets de papier, métal, plastique, verre et bois doivent être triés sur site ou ultérieurement. Et vous êtes également un producteur et distributeur de produits emballés destinés à être consommés ou utilisés par les ménages. À ce titre, vous êtes concerné par la responsabilité élargie des producteurs. Et vous avez fait le choix entre un système mutualisé et un système individualisé, d'un système mutualisé, c'est-à-dire que vous êtes client de Citeo. Venons-en maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Comme vous le voyez, nous avons présenté une diapositive concernant le contexte, concernant le calendrier de l'examen du projet de loi au Parlement. Donc pour mémoire, ce projet de loi vient à l'origine de la feuille de route dédiée à l'économie circulaire qui a été présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018. C'est la petite case en haut à gauche en vert bouteille. Cette feuille de route comportait un certain nombre de mesures dédiées à l'économie circulaire, mais certaines de ces mesures supposaient une base légale, c'est-à-dire qu'il fallait voter une loi. Le gouvernement a donc présenté un projet de loi le 10 juillet 2019, un peu plus d'un an après, un projet de loi du coup, dédié à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage. Donc c'est la case que vous voyez juste après. Le Parlement a commencé à examiner ce texte en septembre dernier, septembre 2019. C'est donc le Sénat qui a commencé l'examen de ce texte. Ce sont les deux cases bleues que vous voyez. L'Assemblée nationale a ensuite poursuivi cet examen en novembre dernier, en novembre 2019. Puis, députés et sénateurs ont trouvé un accord sur le texte en commission mixte paritaire. Ce sont les cases en bleu turquoise que vous voyez sur la deuxième ligne. Il y a donc eu un accord le 8 janvier 2020, députés et sénateurs en commission mixte paritaire, en CMP pour abréger. L'Assemblée nationale a ensuite adopté le texte issu de la CMP, issu de cette commission mixte paritaire, le 21 janvier, puis le Sénat, qui était la dernière chambre à s'exprimer, le Sénat l'a donc adopté avec les conclusions, suivant les conclusions de la commission mixte paritaire, le 30 janvier dernier, c'est-à-dire jeudi dernier. C'était l'adoption définitive par le Parlement du texte. Maintenant, nous sommes donc au milieu de cette période vert bouteille, avec la borne rose qui est située juste au-dessus, c'est-à-dire que les parlementaires peuvent à l'heure actuelle saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité du texte à la Constitution, puisque la loi, dans la hiérarchie des normes juridiques, doit être conforme à la Constitution. Ce n'est qu'une option pour les parlementaires et à l'heure actuelle, les parlementaires ne souhaitent pas saisir le Conseil constitutionnel puisqu'ils ont voté à l'unanimité au Sénat et à la quasi-unanimité à l'Assemblée pour ce texte. Ils disposent toutefois de 15 jours. Donc à l'heure actuelle, il reste une petite dizaine de jours pour les parlementaires si ils souhaitaient finalement changer d'avis. Donc nous sommes encore dans cette période. Et si le Conseil constitutionnel n'est pas saisi, nous sautons la case qui suit, la case vert sapin que vous voyez, et nous arrivons directement à la case violette, président de la République, c'est-à-dire que le président de la République, Emmanuel Macron, doit promulguer la loi, il doit la signer dans les 15 jours,
Une fois qu'il l'aura signée, cette loi pourra être publiée au journal officiel, c'est la case qui suit. À partir du moment où elle est publiée au journal officiel, le projet de loi cesse d'être un projet de loi et il devient une loi, et il est applicable dès le lendemain de sa publication au journal officiel. Voilà pour le calendrier, parce que nous souhaitions que vous ayez des bases de contexte liées à ce projet de loi. Comme vous le voyez, c'est un examen qui a été relativement court. On a un petit peu plus, on a 6 mois entre l'examen en Conseil des ministres et la publication au journal officiel. C'est relativement court. Par exemple, pour un domaine qui est du même ressort de la protection de l'environnement, la loi d'orientation des mobilités, on a eu 1 an entre le Conseil des ministres et la publication au journal officiel. Là, nous n'avons eu que 6 mois. Passons maintenant aux principaux enjeux pour la restauration rapide que comporte ce texte. Vous voyez tous les enjeux que comporte ce texte. Et là, nous avons noté exclusivement les enjeux qui concernent les filières REP, des emballages ménagers et des papiers graphiques. Il y a d'autres mesures que comporte ce texte, par exemple pour le BTP ou par exemple pour les équipements électroniques. Vous voyez tous les enjeux qui concernent nos 2 filières, avec par exemple les sanctions, les dispositions spécifiques aux Outre-mer, et vous voyez juste en dessous les numéros d'articles pour que vous puissiez vous repérer dans le texte. Nous n'allons évoquer que les dispositions qui sont mentionnées en jaune sur cet écran. C'est-à-dire que nous allons évoquer dans ce webinaire l'information du consommateur, Triman et l'information sur le geste de tri, la consigne, les obligations en matière de réemploi, les plastiques à usage unique et les nouvelles ambitions en matière d'éco-conception. Venons-en au vif du sujet et à l'information du consommateur. Dès le 1er janvier 2021, les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet sont affectés d'une pénalité. Et ici, c'est le point vert qui est visé, mais qui n'est pas mentionné. Donc, puisque le point vert, selon le gouvernement, est source de confusion pour le consommateur, il serait visé d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut être inférieure à 100%. Cela nécessite encore un arrêté pour que cela entre en vigueur. Donc, voilà, ce sera à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2022, maintenant. Là, on évoque plus Triman, mais qui, comme le point vert n'est pas visé expressément par le texte, mais n'est pas mentionné expressément par le texte, mais est visé. Donc, pour Triman, une signalétique informant le consommateur que le produit fait l'objet de règles de tri devient obligatoire. Cette signalétique est obligatoire pour tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et ces informations figurent sur le produit, son emballage ou à défaut dans les autres documents fournis avec le produit. Alors, sachez que la présentation que vous avez est simplifiée pour celle qui apparaît à l'écran, mais nous allons vous envoyer, comme le disait Valérie, une présentation beaucoup plus exhaustive où vous aurez toutes les informations que je vous donne à l'oral, et notamment voilà que le Triman, par exemple, sera sur le produit, son emballage ou à défaut dans les autres documents fournis avec le produit. Donc concrètement, nous vous déconseillons plutôt le point vert puisqu'il va faire l'objet d'un malus. En revanche, il n'est pas interdit. Il y a eu certaines rumeurs disant qu'il allait être interdit, ce n'est pas le cas. Il fait l'objet d'un malus. Nous vous déconseillons plutôt de la poser à partir tant qu'on n'a pas l'arrêté, sauf si vous faites de l'exportation, puisqu'en Espagne, en Grèce et à Chypre, le point vert reste obligatoire. Revenons à nos obligations qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022, donc le Triman qui va vraisemblablement devenir obligatoire. Il va falloir là aussi que ce soit visé expressément. Et autre information qui vous intéressera, il y a l'interdiction à partir du 1er janvier 2022 de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention biodégradable, respectueux de l'environnement ou toute mention équivalente. Parce que là encore, c'est source de confusion pour le consommateur. De nouvelles obligations également liées au secteur de la restauration rapide. Et tout d'abord, la création de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Donc vous participez déjà aux filières REP, emballage ménager, papier graphique et les équipements électroniques, les T3E. Et maintenant, il y a de nouvelles filières à laquelle vous allez
devoir participer. C'est notamment à partir du 1er janvier 2021 la filière café, hôtel, restaurant, la filière dite CHR, qui sera une filière distincte de la filière des emballages ménagers. Je vous dis la définition exacte par le projet de loi, ce sont les emballages qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. Donc il est possible que ce soit par exemple les emballages de vos machines, par exemple, et ce ne sont pas que les emballages pour directement liés à la restauration. À partir du 1er janvier 2022, il y a une filière REP qui sera dédiée aux jouets, hormis ceux qui relèvent déjà d'une autre filière REP, donc ça peut être déjà ceux qui sont couverts par les D3E, mais pour les jouets, il y aura une nouvelle filière REP. Enfin, la dernière filière REP qui est susceptible de vous intéresser, ce sont les déchets d'emballage industriels et commerciaux à partir du 1er janvier 2025. Il y a par ailleurs de nouvelles interdictions. Au plus tard, le 1er janvier 2022, les jouets en plastique sont interdits dans le cadre de menus destinés aux enfants. Donc la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants sera interdite au plus tard le 1er janvier 2022. Il y a également des dispositions qui concernent les huiles minérales, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, les huiles minérales seront interdites d'utilisation sur les emballages. Au 1er janvier 2023, elles seront interdites sur les lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités. Et 1er janvier 2025, elles seront interdites sur les huiles minérales, les huiles minérales seront interdites sur les entrées à destination du public. Évoquons maintenant un sujet qui vous intéressera particulièrement, ce sont les questions de plastique à usage unique. Donc la loi Egalim, la loi Agriculture et Alimentation, avait prévu l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique au 1er janvier 2020. Afin de respecter la loi, le gouvernement a édicté un décret en date du 24 décembre dernier relatif à l'interdiction de certains produits en plastique, qui interdit les produits que vous voyez apparaître à l'écran. Mais le projet de loi relatif à l'économie circulaire dont on parle révise ces interdictions, les réformes, et du coup, comme le projet de loi comme la loi est supérieure au décret, il faut appliquer la loi. Donc, évoquons d'ores et déjà les interdictions qui sont prévues par le projet de loi, puisque c'est celles-ci qui vont être applicables. Donc, à compter du 1er janvier 2020, interdiction des gobelets, verres, ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table. Donc ça, c'est ce qui était prévu déjà par le décret. En revanche, la loi décale les interdictions qui étaient prévues pour le 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021. Ces interdictions concernent les pailles à l'exception de celles destinées à des fins médicales, les confettis en plastique, les piques à steak, les couvercles à verre jetables, les assiettes autres que celles déjà interdites en 2020, cela concerne aussi celles qui comportent un film plastique. Interdiction qui concerne également les couverts, les bâtonnets mélangeurs pour boissons, les touillettes, les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes. Et la loi étant supérieure au décret, il faut donc appliquer la loi, il faut donc appliquer ce que vous voyez à droite de l'écran. Et en revanche, ce qui est à gauche, va du coup ne pas être applicable. Donc voilà, c'est le filtre qui apparaît à l'écran. Voilà, donc il faut tenir compte du projet de loi. Dès que celle-ci sera publiée au journal officiel, il faudra tenir compte du projet de loi et donc des interdictions qui sont décalées au 1er janvier 2021. Juste pour que vous soyez bien familier avec les changements provoqués par le projet de loi par rapport au décret. Donc, il y avait des exemptions pour les produits compostables en compostage domestique et constitués tout ou partie de manière biosourcée, qui était prévu par le décret. Le projet de loi supprime ces exemptions. Donc, à bien tenir compte de ce point. Les contenants, récipients et bouteilles en polystyrène expansé seront interdits à partir du 1er janvier 2021, ce que ne faisait pas le décret. Information donc importante à bien avoir en tête. Et nous avons parfois la question, y a-t-il ces produits en plastique à usage unique sont-ils concernés s'ils sont partiellement ou entièrement faits de matière recyclée? Oui, ils sont bien concernés. Il n'y a pas d'exemption pour les produits partiellement ou entièrement constitués en matière recyclée.
Évoquons maintenant les prochaines échéances pour les plastiques à usage unique qui vont être importantes. Il y a donc la directive européenne Single Use Plastic dont vous avez sans doute entendu parler. Cette directive européenne doit être transposée dans le droit national et le projet de loi impose l'adoption d'une ordonnance visant à la transposition de la directive SUP dans les 6 mois après la publication de la loi. Il y aura également une autre échéance très importante, c'est la stratégie nationale de sortie du plastique qu'Édouard Philippe a annoncé pour le mois d'avril de cette année, mois d'avril 2020. Cette stratégie, dans le projet de loi, est définie comme une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. Cette stratégie va déterminer les mesures sectorielles pour atteindre l'objectif de la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Donc, elle va organiser, là pour les 5 années à venir, de 2020 à 2025, le réemploi, la réutilisation et le recyclage des emballages en plastique à usage unique. Évoquons maintenant les obligations en matière de réemploi. Le projet de loi a fixé des objectifs des objectifs ambitieux, c'est-à-dire d'atteindre 5% d'emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et 10% en 2027. Un observatoire du réemploi et de la réutilisation va être créé pour définir cette trajectoire nationale. Et différentes mesures vont permettre d'atteindre ces objectifs en 2023-2027. Ce qui vous concerne particulièrement, ce sont ces obligations, notamment qu'à partir du 1er janvier 2023, il y aura l'obligation de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement, dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients qui seront réemployables, ainsi qu'avec des couverts réemployables. Cette obligation sera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Cette obligation a aussi besoin d'un décret qui va définir comment mettre en œuvre cette obligation pour entrer en vigueur. Donc voilà, pour l'instant, nous avons la loi qui fixe ce grand principe, et nous, sur la mise en œuvre de ce principe, nous n'avons pas plus de détails. Pour les boissons à emporter, les vendeurs de boissons à emporter doivent adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le client. Et cette disposition entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi, sauf en cas d'éventuel décret. Il y a d'autres mesures qui sont prévues pour atteindre les objectifs en matière de réemploi. Il y a notamment des quotas de réemploi qui pourront être définis par décret. Donc un décret va définir la proportion annuelle minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché en France. Ce seront des quotas qui seront définis par secteur et non par entreprise. Il y aura également des mesures relatives à la standardisation. Donc là, à partir au plus tard, le 1er janvier 2022, les éco-organismes des filières emballage ménager, CHR, donc ce qu'on disait café, hôtel, restaurant, et DUIC, déchets industriels et commerciaux, devront définir des gammes standards d'emballage réemployables pour les secteurs de la restauration, des produits frais et des boissons. Enfin, il y aura une contribution financière, c'est-à-dire que les éco-organismes emballage ménager et CHR devront consacrer au moins 2% des éco-contributions à des solutions de réemploi. Donc ça, cette obligation sera à partir du 1er janvier 2023. Évoquons maintenant la consigne, puisque c'est un point important du projet de loi dont vous avez sans doute entendu parler dans les médias. Sur la consigne, le texte retranscrit les objectifs européens de collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons en plastique. Les objectifs voici les objectifs. Donc ce sont de 77% en 2025, puis 90% en 2029. Il y a aussi un objectif de réduction de 50% d'ici 2030 du nombre de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché. Donc, pour atteindre ces objectifs, l'ADEME va devoir définir une trajectoire nationale annuelle pour de collecte, pour recyclage. Et en 2023, nous allons voir si cette trajectoire est plutôt en bonne voie afin d'atteindre les objectifs de 2025 ou plutôt dans une mauvaise voie. Et si par contre, la trajectoire ne nous permet pas d'atteindre les objectifs de 2025, le gouvernement pourra mettre en place un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.
Donc vous voyez, la décision est reportée à 2023. Point qui peut être important pour vous, des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent être mis en place à l'échelle régionale, et la Guadeloupe a été visée expressément à la demande de parlementaires. Donc ça peut concerner plus spécifiquement les Outre-mer et en priorité la Guadeloupe, puisque les élus locaux sont particulièrement intéressés par ce dispositif. Donc il pourrait y avoir des dispositifs de consigne pour réemploi et recyclage en Guadeloupe et dans d'autres territoires d'outre-mer si les élus locaux en sont d'accord. Et enfin, je sais que c'est très dense, mais nous arrivons à la fin, les nouvelles ambitions en matière d'éco-conception qui vont vous intéresser. Donc pour les plastiques à usage unique, nous l'avons dit, il va y avoir une stratégie nationale de sortie du plastique, sont les mots d'Edouard Philippe, qui est prévue pour avril 2020 et qui va obliger à certaines mesures d'éco-conception. Il va y avoir également des plans d'éco-conception qui vont être définis avant le 1er janvier 2023. Donc tout producteur concerné par une filière REP sera tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables et d'accroître l'utilisation de matières recyclées, comme la recyclabilité aussi. Ce plan sera révisé tous les 5 ans, il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs, et l'éco-organisme peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. Il y aura également de nouvelles obligations en matière d'incorporation de matières recyclées. C'est-à-dire que lorsqu'un décret sera publié pour préciser ça, la mise sur le marché de certains produits ou matériaux pourra être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matières recyclées dans ces produits et matériaux. Et enfin, il y aura l'obligation d'intégrer une filière de recyclage d'ici au 1er janvier 2030 pour tous les producteurs mettant sur le marché au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Donc ils devront justifier que les déchets engendrés par leurs produits sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Je passe maintenant la parole à Valérie qui va vous détailler davantage voilà, les obligations sur le tri en salle. Et voilà, nous avons je reste bien sûr ici pour la session de questions-réponses à la fin de notre webinaire. Merci Thibaut. Alors, nous avons souhaité donc en effet vous faire un focus sur les impacts de votre profession au niveau de ce projet de loi. Je tiens juste à vous dire 2 choses. 1, la présentation que vous allez recevoir, si vous nous avez bien indiqué tous les détails au niveau de votre inscription sur le fil du chat, sera plus complète. Donc certains éléments que Thibaut a pu donner en complément en fait seront inscrits dans la présentation. Là, dans un souci de visibilité de présentation, tous les détails n'étaient pas indiqués. Et deuxième point, en fait, nous avons organisé toute une session de webinaires différents, en fait, organisés par thématique et beaucoup plus large en fait sur ce projet de loi. Donc, des sessions d'introduction commencent cette semaine et la semaine prochaine. La session de cette semaine est complète, mais la semaine prochaine, il reste encore certaines places. Et ensuite, une fois que la loi sera promulguée, on a laissé passer le temps de saisine éventuelle. Les nouvelles sessions par thématique commenceront au mois de mars. Donc, je vous invite à vous rapprocher des webinaires si vous souhaitez de plus amples informations et non vraiment liées à votre secteur d'activité. Alors, si maintenant, donc on change totalement de sujet, nous regardons l'éco-conception des emballages et particulièrement ceux de la restauration rapide. On voulait vous faire déjà un panorama des performances des filières à ce jour. Vous voyez que le taux de recyclage des emballages est de 70% et que le dispositif organisé autour des filières d'emballage ménager gère déjà 3,5 millions de tonnes d'emballage ménager. Et on voit en fait des taux de recyclage très différents d'un matériau à l'autre. Le verre étant un matériau très bien trié par les habitants, par les consommateurs, car un geste de tri ancré depuis longtemps, matériau facilement triable et recyclable. On est à plus de 86%. Et on voit on voit vraiment un décrochement au niveau des plastiques avec un geste de tri pourtant assez bon sur les bouteilles et flacons parce qu'on a presque 6 bouteilles sur 10, donc 58% qui sont bien triées et recyclées par les habitants, les consommateurs. Et au global, en fait, comme tous les emballages plastiques ne sont pas encore dans les consignes de tri au niveau national, mais j'y reviens juste après, on a un taux de recyclage de 26%. Mais il faut bien faire la différence entre le taux de recyclage des bouteilles et flacons qui est de 58% et celui des autres plastiques qui est
que de 4%, mais car il est sur un territoire partiel, pour au final avoir ce 26%. Mais ce 26% cache en fait une réalité différente selon les types d'emballage. Et vous voyez un taux de recyclage du carton qui est bon de 69%. Et les métaux également. Bon, l'acier en fait prend en compte les aciers issus des incinérateurs en fait, et donc en fait vient gonfler ce chiffre. C'est pour ça qu'on atteint environ 100%, même si le geste de tri, on le sait bien, n'est pas fait au niveau du bac jaune par le consommateur pour 100%. Donc maintenant, je vous parlais d'extension des emballages, de l'extension des consignes de tri, mais en fait, il faut se dire comment atteindre ces taux de recyclage et comment définir qu'un emballage est recyclable. Alors, nous, chez Citeo, on s'appuie sur la norme ISO 14021 qui précise que un emballage est recyclable s'il peut être détourné d'un flux et qu'en clair, il existe tout un dispositif pour le collecter, le traiter et qui peut être mis en usage. Alors, ça signifie, donc vous voyez les pictos en haut, que l'emballage doit pouvoir être collecté, trié dans un centre de tri. Donc une disposition industrielle doit être faite pour pouvoir isoler ce type d'emballage et qu'il peut être recyclé dans un dispositif industriel. Et ceci, et ça c'est un point important, à l'échelle du territoire national. Donc ça signifie que tous les emballages plastiques actuellement ne sont pas recyclables à l'échelle du territoire national. Parce que quels sont les emballages à trier? En 2020, nous avons, et ça c'est depuis 92, on a les mêmes consignes de tri, l'ensemble des emballages en verre, tous les papiers cartons, tous les métaux, et pour les plastiques, uniquement les bouteilles. Et les bouteilles qu'on a soit en PET, soit en PEHD. Si on parle de l'extension des consignes de tri, et ça va vous intéresser car ça va avoir un impact en fait sur vos restaurants et où sont implantés vos restaurants, on a la consigne de tri, l'extension des consignes de tri qui signifie qu'on peut mettre tous les emballages. Mais en fait, derrière tous les emballages, ça signifie surtout qu'on va pouvoir mettre tous les autres emballages en plastique. Et donc, petit point d'avancement à date, actuellement, on est 44% des Français qui peuvent le faire. Et nous ciblons 50% du territoire à partir de l'été. Donc là maintenant, va se poser la question de dire de faire évoluer la consigne nationale, parce qu'à partir du moment où on aura plus de 50% de la population qui pourra mettre tous les autres emballages dans le bac jaune, on pourra considérer que la consigne nationale est en fait celle qui est supérieure à celle de plus de 50%. Donc on pourra dire que tous les autres emballages, plastiques sont à mettre dans le bac jaune. Néanmoins, il va falloir faire certaines modifications des textes de loi pour pouvoir le faire, mais voilà, point à date, on cible pour l'été 50% du territoire qui va basculer dans un recyclage élargi. Alors, une fois qu'on a cette vision en fait sur les filières de recyclage et quel est le dispositif mis en place au niveau national, quels sont les leviers et qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos emballages pour améliorer leur recyclabilité. Alors, je le fais très brièvement parce que l'heure tourne et on a beaucoup de sujets aujourd'hui à voir, mais globalement, il y a 3 règles d'or pour travailler sur la recyclabilité. C'est 1, de tendre vers un emballage constitué d'un seul matériau ou d'une seule résine plastique. Plus on va réduire le nombre de matériaux, plus on va faciliter son recyclage. 2, c'est de choisir évidemment ce matériau en fonction de sa filière de recyclage, faire en sorte qu'il a bien une filière de recyclage, donc le verre, le papier carton, les briques, l'acier, l'aluminium, ça c'est classique. Et pour les plastiques, en revanche, d'aller vers des plastiques rigides, mono-PET, mono-PP, mono-PE. Le PS, le polystyrène étant en cours de développement, on est dans une maturité différente et c'est un petit peu plus difficile encore de les recycler. Et pour les plastiques souples, d'aller sur le mono-PE-BD, polyéthylène, basse densité des films monomatériaux. Et dernier point, une fois qu'on s'est assuré en fait qu'on a le moins de matériaux possible, que ensuite ce matériau a une filière de recyclage, et ben il faut s'assurer qu'on ne rajoute pas quelque chose qui va perturber son recyclage. Par exemple, des opercules, des étiquettes, des pompes, voilà, beaucoup de choses qui vont empêcher et bloquer le recyclage. Si on prend l'exemple par exemple des barquettes,
dans le secteur de la restauration, vous utilisez parfois des barquettes noires. Eh bien, ces barquettes noires vont faire très bel effet sur le présentoir, vont mettre en valeur le produit. En revanche, arrivé dans le centre de tri, si ce colorant noir contient du noir de carbone, l'emballage ne pourra pas être lu dans le centre de tri et donc sera directement éjecté dans les refus et on ne pourra pas dire que cet emballage est recyclable. Donc, ouais, il faut vraiment prendre l'emballage dans son intégralité pour pouvoir envisager sa recyclabilité. Alors, une fois qu'on a fait cette réflexion sur les emballages, sur exactement quels sont les critères techniques à avoir pour bien acheter ces emballages et quels sont ceux qui vont avoir une chance d'avoir une filière de recyclage, et qu'on prend en compte tous les éléments apportés par Thibaut à l'instant sur l'évolution législative, en fait, on a créé ce qu'on appelle une matrice où on prend tous les emballages. Donc là, je vais sortir pour vous la montrer parce que c'est impossible de la mettre en PowerPoint. Donc on a une évaluation des types d'emballages sur la gauche. Vous voyez une évaluation des types d'emballages, je zoome pour que vous puissiez mieux lire. Voyez sur la gauche, on a les types d'emballage. Les types d'emballage, donc des boîtes, des pots, des gobelets, en fait, des sacs, ce que vous allez retrouver dans vos points de vente, que nous analysons ensuite par composition de matière, avec un petit visuel pour vous aider à vous repérer. Au niveau de l'analyse de la recyclabilité, donc là, nous avons regardé en fait comment se comportaient ces emballages dans le dispositif actuel, de est-ce que c'était recyclable ou pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a précisé que c'était les emballages en fait à emporter. À emporter car ce sont les emballages qui vont être dans le système public de gestion des déchets, celui des emballages ménagers avec lesquels nous travaillons. Et ça correspond aux chiffres qu'on a vus là sur les chiffres globaux Dans vos points de vente, il est possible que vous, au niveau local, vous ayez des accords avec les opérateurs qui diffèrent. Néanmoins, quand nous, au niveau national, un emballage est dit recyclable, il serait étonnant qu'un opérateur vous indique ne pas pouvoir reprendre, ou dans ces cas-là, en fait, il faut discuter avec lui, il faut bien comprendre pourquoi. Car là, en fait, cette matrice est issue en fait d'une réflexion que nous avons eue avec différentes fédérations d'opérateurs, FNAD, FEDEREX, NEFID, ainsi que le SNAR et la FEB. On avait travaillé tous ensemble en fait pour à un moment se mettre d'accord sur ce qu'on pouvait donner comme recyclable et non recyclable. Donc nous, là, cette donnée recyclabilité vous donne un éclairage en fait sur le comportement de vos emballages dans le système public de gestion des déchets. Et complètement à droite, nous avons rajouté cette fois la vision réglementaire et qui était un travail assez difficile à faire et je remercie les équipes qui l'ont fait sur la vision réglementaire à date parce que là en fait le document a énormément évolué depuis septembre. Vous voyez que élément par élément d'emballage, on vous a indiqué si cet emballage était dans le périmètre de la SUP, la directive Single Use Plastic au niveau européen, et quel était son statut dans le projet de loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire avec tous les éléments que Thibaut vient de vous donner. Vous voyez la colonne EGalim qui est entre les deux et que nous venons de griser en fait car, comme Thibaut l'a dit, la loi étant supérieure au décret, il faut en fait maintenant appliquer la loi. Alors, ce qui est fou, c'est que la semaine dernière, on vous aurait pas forcément présenté les choses comme ça et on aurait sûrement laissé les deux colonnes en disant le décret d'application est celui-ci, le projet de loi, voici ce qui se dessine. Sauf que les choses avançant, on voit de plus en plus comment se précise la loi. Et la loi étant supérieure au décret, je le redis, le décret d'application d'EGalim va de fait tomber. Donc, il est important de partir sur cette colonne L, type d'emballage par type d'emballage, pour descendre, en fait, pour analyser le comportement. Alors, point important, oui, cette matrice, je le dis tout de suite parce que c'est dans les questions que nous voyons, oui, elle va vous être envoyée avec les supports de présentation.
et le support complet dont je vous parlais à l'instant. En revanche, point important, je le redis, indiquez bien votre mail, car si vous ne renseignez pas votre mail dans le field chatter, nous ne pourrons pas vous l'envoyer. Donc, cette présentation, cette matrice, par définition, aura aussi pour vocation d'évoluer si entre le projet de loi et l'adoption de la loi, ou si certains décrets précisent des choses, certaines choses de toute façon seront précisées par décret, rien qu'avec la stratégie plastique de réduction, etc. Donc, si nous revenons maintenant à la présentation, je le disais, nous avons travaillé avec différents opérateurs et différentes fédérations sur différents thèmes en fait. Et un de ces thèmes a été vraiment de comment mettre en place le tri dans les restaurants. Et pour ceci, nous sommes partis d'un guide que nous avions fait il y a éco-emballage à l'époque, il y a fin 2016, il y a 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans, et nous l'avons remis à jour en fait maintenant avec les connaissances à date. Donc la mise en place du tri en salle, pour vous redonner certains éléments et que ce soit bien clair pour tout le monde, va s'articuler sur plusieurs sujets. Alors et ça c'est vraiment le levier le plus important, c'est informer et inciter les clients. Et alors comment faire en sorte que les clients soient bien informés. Il faut que l'équipe et que vos équipiers soient formés et sensibilisés. Donc sur le secteur, je sais que nous savons tous que vous avez un fort turnover. C'est souvent compliqué de former vos équipiers à ce sujet. Néanmoins, c'est la clé pour que le tri soit bien mis en place, parce que ce sont eux qui vont être au contact des clients. Et il faut qu'ils soient convaincus de la démarche et qu'ensuite ils fassent bien à tout moment, quand ils vident les sacs par exemple, ou quand ils passent en salle, ils puissent informer le client sur la mise en place du tri, comment trier et les rassurer sur les débouchés et dire en effet que c'est trié, mais que derrière en back-office, c'est également trié et que ça part sur des filières de recyclage. 2, il faut que les supports de communication soient bien visibles. Et il faut que le client, en fait, sache quoi faire avec son plateau et comprenne bien qu'il faut trier et que tous les points poubelles de la salle sont équipés du tri. Parce qu'en fait, si on n'équipe que la moitié des poubelles d'une salle, ça n'a évidemment aucun sens. Et le consommateur va être perdu. Et le rappel à l'oral, donc évidemment, si à chaque passage en caisse, on peut le rappeler, c'est parfait. En revanche, on sait aussi que c'est pas forcément possible, mais le rappel, la petite piqûre de rappel sur penser au tri, triez bien vos emballages, facilite vraiment la mise en œuvre en restaurant. Ensuite, le bon meuble de tri. Comment se définir un bon meuble de tri? Ça, c'est issu d'une expérimentation que nous avons commencé avec McDonald's en 2014. Ça fait déjà assez longtemps. Et on a, après plusieurs essais, séquencé le geste en 3. Et donc ça, c'est valable surtout quand on a des gobelets avec des glaçons, parce que les glaçons viennent fortement perturber la qualité ensuite s'ils sont laissés avec les emballages. Donc le premier geste, c'est je vide. C'est très important de vider les glaçons et le reste de boissons. Ensuite, je trie en positif les emballages qui sont à trier et je jette le résidu s'il y a certains résidus alimentaires ou pas. Alors là, ce meuble de tri ne prend pas en compte les biodéchets. Ça, c'est après votre responsabilité. Enfin, c'est vous qui décidez en fonction des biodéchets qui restent en salle ou pas, si vous souhaitez le mettre en œuvre. Le meuble de tri doit être visible et clair, évidemment accessible. Dans le guide que nous publions, que je vous montre juste après, on a même indiqué les pantones qui sont globalement pris par les opérateurs et par les collectivités locales en fait sur les bacs des rues, pour avoir le même jaune que le jaune des emballages qu'on a à la maison, le vert pour les points d'apport volontaire du verre, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un tri comme à la maison pour que le consommateur ne se sente pas perdu et fasse la même chose chez lui qu'au restaurant. Ensuite, la qualité du tri. Ça, c'est un point crucial. Il faut que les emballages soient bien vidés. Mais alors attention, on ne parle pas d'emballage propre, mais évidemment, s'il reste des frites, de la salade,
des poches de ketchup, des choses comme ça, tout ça doit partir dans la poubelle résiduelle. Et dans les emballages, on doit avoir des emballages propres et enfin non pas propres, pardon, mais bien vidés. Et on retrouve donc tous les emballages qui sont indiqués là. Si vous avez des restaurants dans une zone en extension des consignes de tri, vous pouvez tout mettre, vous le voyez. Si en revanche, vous êtes dans une zone avec les consignes nationales, donc plus traditionnelles uniquement sur les bouteilles et flacons, vous mettez la zone qui est à gauche dans les consignes de tri. Pour vous accompagner sur ce sujet, nous mettons en ligne cet après-midi un guide pour la mise en place du tri en salle. Alors, je vais vous le montrer très rapidement. Il est en PDF ici. Donc, c'est un guide qui, vous le voyez, résume assez bien tout ce qu'on s'est dit. Donc, vous voyez, on l'a fait en concertation avec le SNAR et la FEB pour avoir tous les secteurs. On prend quelques rappels réglementaires, l'historique et comment bien trier un plateau. Les grandes étapes, le stockage des déchets, la collecte des emballages, le centre de tri, l'installation du meuble en salle, comment former les équipes, la formation et la sensibilisation au tri dans le restaurant, et nous mettons aussi à votre disposition, donc je ne l'ai pas ici, mais une fiche réflexe, une fiche A4 à imprimer que vous pourrez mettre directement en fait dans l'espace des équipiers, dans le vestiaire, à côté des poubelles, pour qu'ils aient vraiment de façon très claire, en quelques mots, le rappel que le tri est mis en place dans leur restaurant, pourquoi ils doivent le faire et comment ils doivent le faire. Parce que le geste de tri réalisé par les équipiers est vraiment indispensable. Voilà, donc oui, je viens de voir une question qui s'affiche. Oui, ces éléments seront aussi envoyés avec la présentation et la matrice. Ok. Alors, pour l'instant, là, nous, on en a fini de la présentation. C'était tous les éléments qu'on voulait voir avec vous. On va reprendre les questions qu'on a eues. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez. Nous sommes là. Alors, la première question concernait les emballages compostables à usage unique. Est-ce qu'ils ne sont plus autorisés? Donc, le décret en fait, du 24 décembre permettait une exemption pour les produits compostables en compostage domestique constitués de toute partie de manière biosourcée. Ah ben, on n'a peut-être pas remis le micro. Pardon, il manquait un micro. Oui, pardon. Donc, est-ce que ces emballages compostables en plastique compostables à usage unique sont-ils autorisés? Donc, le décret du 24 décembre permettait une exemption pour les produits compostables en compostage domestique et constitués toute ou partie de matière biosourcée. Il fallait que ce soit les deux. C'était des conditions cumulatives. Le projet de loi supprime cette exemption. Donc les produits sont supprimés et il n'y a plus d'exemption en vigueur qui sera en vigueur dans le droit une fois que ce projet de loi sera publié au journal officiel. Et donc ce n'est pas une réflexion par matériau, c'est une réflexion par type d'emballage. Donc, par exemple, les couverts plastiques sont interdits à partir du 1er janvier 2021 et il n'y a pas d'exemption pour les produits qui sont compostables en compostage domestique, par exemple. En revanche, les films ne sont pas interdits, donc c'est un type d'emballage différent, et donc il y a la possibilité de films compostables en compostage domestique. Aujourd'hui, il n'existe pas d'interdiction du compostable ou du biosourcé. C'est juste que cela ne constitue plus une exception aux interdictions plastiques en application de la directive SUP. Attention par contre sur le compostable, il y a une autre mesure du projet de loi qu'on n'a pas évoquée, mais c'est que les produits qui sont compostables mais uniquement en compostage industriel ne pourront plus apposer la mention compostable sur leur emballage ou sur leurs produits, parce que là encore c'était source de confusion pour le consommateur. Et juste un petit point, comme le disait Valérie, il y aura bien un décret d'application pour le projet de loi sur cette partie interdiction de plastique à usage unique et le décret,
du coup, la stratégie nationale de sortie du plastique, qui sera dans la forme juridique un décret, va aussi comporter des mesures, notamment de réduction des produits en plastique à usage unique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a indiqué les prochaines échéances, que tout ne s'achève pas avec ce projet de loi. Alors, autre point sur les deuil packs de compote. Donc, comment les trier en restaurant? Alors, ça va dépendre de où est implanté le restaurant. S'il est dans une zone en extension, donc ce type d'emballage sera à mettre dans les emballages, avec les autres emballages, avec les bouteilles plastiques, les cartons, ce qui va être après retrié par l'opérateur. Si en revanche, nous sommes dans une zone hors extension des consignes de tri, c'est à mettre avec les emballages résiduels. Pour reprendre l'autre question sur est-il impératif de faire trier les convives en salle et de mettre les moyens à leur disposition? Oui, la réponse est oui, avec le décret d'application du 1er juillet 2016 et le décret 5 flux, la restauration est tenue de mettre les moyens pour ses convives, les moyens de tri et de recyclage. Donc certaines enseignes ont été appelées, on va dire, par la ministre, la secrétaire d'État Brune Poirson, ont été rappelées à leurs obligations l'année dernière. Donc tous ne l'ont pas été, mais en revanche, l'obligation s'applique bien évidemment à tous. Une question qui porte sur les couverts. Donc, en effet, on le disait, à partir du 1er janvier 2021, les couverts en plastique à usage unique seront interdits. Une question qui portait, est-ce que seul le bois sera réglementaire? Cela dépend de la définition du plastique à usage unique, qui doit encore être interprétée par la Commission européenne. Donc, pour le bois, c'est possible, mais ce sera aussi possible pour d'autres matériaux, comme ce sera peut-être également possible pour d'autres matériaux autres que le bois. Le bois sera autorisé. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'un emballage réemployable? Alors, ces sujets-là sont assez nouveaux, en fait. Et globalement, Citeo les prend et personne à ce jour n'est spécialiste du réemploi, sauf sur des petites activités. Donc, là, nous sommes justement, tout le monde est en fait en train de se pencher sur ce qu'est un emballage réemployable. Alors, je peux juste vous donner la distinction entre réutilisation et réemploi. Donc, la réutilisation, c'est à un moment, on passe à l'état de déchet. Donc là, par exemple, la réutilisation, on l'a très très peu dans les emballages, voire quasiment pas, mis à part certaines palettes qui vont être réparées et réutilisées à nouveau. On l'a beaucoup plus, par exemple, la réutilisation dans les D3E. Donc c'est bien un point à garder en tête, c'est que la réutilisation n'est pas adaptée avec les termes français aux emballages. En emballage, on parle de réemploi quand on ne passe pas par l'état de déchet et que l'emballage reprend la même fonction ou une fonction d'ailleurs différente, mais on garde l'emballage qui va être lavé et réemployé. Mais il ne passe jamais au statut de déchet. Et donc, pour le réemploi, là, pour ce qui est de la restauration rapide, on ne sait pas encore comment ça va être défini. Est-ce que chaque restaurant va devoir investir dans un système de lavage? Est-ce que ce sera mutualisé au niveau d'un secteur? Enfin, tous ces points-là ne sont pas définis et c'est bien aussi l'objectif de l'observatoire qui va être mis en place en 2021 et qui sera confié à l'ADEME pour éclairer et mettre en place justement tous ces points. Parce que vous le voyez sur la restauration, mais tous les secteurs l'ont aussi. Donc qu'est-ce que ça signifiera pour le secteur frais, pour le secteur des boissons, etc. Là, pour l'instant, on ne peut pas vous donner d'autres éléments. On attend un peu plus d'éléments aussi de la part des pouvoirs publics.
Pardon. Pour les sachets sandwich ou craft, aujourd'hui, ils ne sont pas visés par des mesures d'interdiction. Pour PLA, ça n'est PLA, ça n'est pas interdit, mais ça ne constitue pas une exception lorsque le produit est visé par une interdiction. Ah oui, le PLA n'apporte, en fait, le fait qu'il soit compostable, parce que c'est une des caractéristiques du PLA compostable de façon industrielle, cela n'apporte pas une caractéristique. Il n'est pas interdit. En revanche, si on interdit un produit en plastique, un emballage en plastique, le fait qu'il soit en PLA, ça va, voilà, et de fait, il est. Ah, pardon, visiblement mon micro s'était coupé. Donc, je disais juste que si sur le PLA est donc autorisé ou interdit. En fait, la question ne se pose pas en ces termes parce que le projet de loi vraiment cible des typologies de produits d'emballage. Et donc, en fait, si le PLA étant un plastique, si un emballage en plastique est interdit, en fait, qu'il soit en PLA ou non, cela ne changera rien, il sera interdit. Pour la question portant sur peut-on envisager de se passer totalement de vaisselle lavable et de n'avoir que du jetable? Non, parce que l'interdiction de plastique à usage unique, voilà, on l'a évoqué avec 2 échéances, 2020 et 2021. Et puis en 2023, il va falloir pour tous les repas qui sont consommés sur place, repas et d'ailleurs et boissons qui sont consommés sur place, il va falloir que ce soit de la vaisselle réemployable, donc lavable, et non pas de la vaisselle jetable. Ce sera interdit pour les produits à consommer sur place. Et donc il y aura le hors foyer. Voilà, donc ça, c'est une question que nous allons travailler ensemble et je pense que ce sujet doit être porté aussi au niveau sectoriel. En revanche, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et que nous devons investiguer. On peut aussi imaginer de la vaisselle réemployable pour de la vente à emporter si les clients veulent absolument, enfin, ce sont des clients fidèles qui viennent très régulièrement et qui peuvent ramener leur vaisselle. Voilà, tous les schémas sont tous les schémas à organiser. Alors, je vois la question en fait sur les couverts. Seul le bois sera réglementaire. Alors, en fait, ce qui est bien clair, c'est que dans le décret 5 flux, qui concerne donc la mise en place du tri en salle, le bois est un des 5 flux. Donc, si vous utilisez des couverts en bois, vous êtes légalement tenu de mettre en place un point spécifique de collecte pour ces couverts pour que les opérateurs les reprennent. Alors, au niveau des emballages ménagers, parce que la responsabilité de Citeo est bien les emballages ménagers et pour ça, nous travaillons avec le service public de gestion des déchets. Au niveau des emballages ménagers, le bois est trop minoritaire pour envisager la mise en place d'une filière. C'est une question qui vient très régulièrement et de plus en plus, parce qu'en fait, avec la mise en place de la SUP et les alternatives possibles au plastique, le bois vient de plus en plus. En revanche, à ce jour, les volumes ne justifient pas encore la mise en place d'une filière. Donc, au niveau de vos opérateurs, pour le contrat que vous avez de reprise de la gestion de vos déchets en salle et en cuisine, il est possible que vos opérateurs vous proposent un contrat pour le bois. En revanche, nous, au niveau de la gestion des déchets, en revanche, si vous avez une tournée collectée par votre collectivité locale, eux ne reprendront pas le bois. Et le bois, en fait, finira dans les refus du centre de tri et ces refus seront ensuite valorisés énergétiquement. Donc, au niveau, voilà, c'est le point à date sur le bois. C'est un matériau qui, certes, se développe. En revanche, il ne se développe pas non plus suffisamment encore pour envisager la mise en place d'une filière de recyclage pour les emballages ménagers. Enfin, tout est vraiment à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il est prévu des sanctions financières? Alors, à quel niveau les sanctions financières? Si non-respect de la REP. Alors, ça, c'est dans le projet de loi. On ne l'a pas du tout évoqué aujourd'hui parce que ce n'est pas spécifique à la restauration rapide. Il est prévu 30 000 € d'amende pour non-respect, pour ce qu'on appelle les freeriders, donc c'est-à-dire les entreprises qui ne contribuent pas à leurs obligations légales. Donc ça ferait 30 000 € en fait par point de vente, hein, ce qui peut être conséquent.
Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans la loi, dans le projet de loi. Alors, est-ce que le PEBD dispose d'une filière de recyclage, mais pas le PEHD? Ah non, pardon. Alors là, j'ai pas été assez claire, excusez-moi. Le PEHD, en fait, je me suis pas arrêtée dessus car la filière existe depuis les années 90. En fait, le PEHD, ça concerne certains, les gros bidons de lessive, beaucoup de bouteilles de lait. Donc là, c'est un matériau qui est très bien recyclé. On va en faire des tuyaux d'évacuation, des pièces automobiles. Donc cette filière ne pose aucun problème. Le PEHD est parfaitement recyclable. Et avec l'extension des consignes de tri, les boîtes en PEHD peuvent aussi être très facilement intégrées. Non, la question se pose plus sur le film souple. Et là, en fait, le meilleur exemple qu'on a, c'est le film autour des bouteilles, les films autour des bouteilles d'eau. Ces films-là, en fait, sont en PEHD. Ça fait quand même un certain volume. Et ils peuvent être maintenant recyclés. À la différence de certains films en PP, qui vont être par exemple des paquets de bonbons, et pas donc un plastique un petit peu plus rigide, vous voyez. Eux, en fait, on a besoin de faire de la R&D car actuellement, on ne peut pas recycler ces films PP souples. Donc, à bien garder en tête, le film PEHD, surtout s'il est le moins imprimé possible et sans additifs, est recyclable. Et là, on a des filières de recyclage en France. Parce que c'est un des points que Citeo a toujours travaillé, c'est de développer les filières de recyclage en France. Parce que les images de conteneurs qui partent avec beaucoup de déchets en Asie concernent surtout des emballages industriels. Le développement des filières de recyclage pour les emballages ménagers, c'est vraiment concentré sur du développement local avec des acteurs locaux. Je pense qu'on a fait le tour de toutes vos questions. Si vous n'en avez plus, nous allons vous laisser, nous allons raccrocher. Écoutez, j'espère que nous avons technique, ce qu'on a collégialement en fait accepté, c'est de se dire que le plus simple était de s'appuyer sur le jaune pour les emballages recyclables pour vraiment être comme le tri à la maison. C'est-à-dire qu'on va mettre dans une même poubelle, dans un même bac, les emballages et donc là on met le jaune. Il y a le RAL est précisé dans le guide ce qui va être vraiment tout venant plutôt gris. Et si vous mettez en place les biodéchets, ça j'en ai pas du tout parlé parce que c'est hors de notre scope, mais si vous mettez en place les biodéchets sur votre lieu de vente, la couleur marron pour avoir aussi une logique et une homogénéité avec ce qui est mis en place avec les collectivités locales. Juste dernier point, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction à la suite, comme après quasiment tous les événements que vous faites avec Citeo ou Adelph. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur, Adelph ou Citeo. Et Thibaut veut dire juste un dernier mot. Oui, donc merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Et donc c'est pour vous confirmer voilà, qu'on va bien vous envoyer la présentation détaillée. Et je vais également vous joindre le projet de loi si vous souhaitez regarder plus en détail. Et il y aurait bien sûr également la matrice et le guide du tri. Tout voilà. à fait. Merci beaucoup. Au revoir.